Merci Julien de nous rejoindre aujourd'hui. On se retrouve Merci à pour le toi. deuxième épisode de notre podcast Size Up. Donc Merci à toi pour l'invitation, Jean-Sébastien. Une grande première pour moi, je dois dire. Merci en tout cas. On échange depuis longtemps via différents canaux, donc effectivement, ça fait sens. exactement. C'est pas encore l'occasion parfaite pour pouvoir se rencontrer en réel. On s'est toujours rencontré en semi-réel ou en visio. La prochaine sera la bonne. Je pense qu'on en parlera peut-être à la fin du podcast aussi. Justement, il y a un événement qu'on aimerait bien organiser sur Paris et puis quelques autres villes. Mais aujourd'hui, on se retrouve du coup pour parler d'un sujet qui t'est cher. Le sujet qu'on a défini ensemble, c'était passer du salariat au freelancing, donc passer d'un commercial salarié à business freelance. C'est marrant, ne serait-ce que la terminologie change directement, on passe sur les anglicismes dès qu'on se lance à son compte, et de travailler sur entre mythe et réalité, justement d'aller enlever en tout cas éclaircir les zones d'ombre que certaines personnes peuvent avoir et voilà, nous montrer un peu la réalité du passage que tu as connu. Ce que je te propose à la rigueur, c'est de débuter directement par une présentation. Certains auditeurs te connaissent, peut-être que d'autres non. Tu es présent sur LinkedIn et sur différentes plateformes de manière plus ou moins intense en fonction des périodes. En ce moment, tu es beaucoup pris, donc peut-être un peu moins sur LinkedIn. Est-ce que tu peux te présenter pour les personnes qui nous écoutent? Bien sûr, bien sûr. Merci en tout cas. Bon, je poste pas beaucoup, c'est vrai. J'essaie d'être présent à beaucoup d'événements et dans beaucoup de groupes, mais je ne poste pas. À mon grand regret, je devrais. Pour faire simple et simplifier et que ce soit assez global, donc moi j'ai 29 ans, ça fait grosso modo que 7 ans que je suis sales, donc surtout en B2B, avec une tendance qui est venue dans le temps, qui est plus vers la tech, donc tout ce qui est SaaS, logiciel, donc ce qui veut dire des logiciels à abonnement, avec un recurring, un MRR, un ARR. Ce qui s'est passé, et on va être factuel et très honnête, j'ai eu un licenciement, enfin, on m'a licencié d'une boîte américaine. Vous connaissez ce mythe de la boîte américaine. Donc, on m'a licencié 2 semaines avant la fin de ma période d'essai, de 8 mois, statut cadre. Donc, ça a été vraiment une grande chute. Je ne m'y attendais pas parce que je dépassais mes objectifs, mais je rentrais pas dans ces cases du salariat. Je posais beaucoup de questions pour comprendre mon marché, qui n'était pas le même marché que le marché américain. Et donc, suite à ça, sincèrement, je me suis remis en question du pourquoi, du comment et qu'est-ce que moi je voulais vraiment. Donc, j'ai fait une pause professionnelle, si je puis dire, où j'ai voyagé, mais tout en me formant et en me disant, OK, bah, passe indépendant. Et ce que je voyais de plus en plus sur les réseaux, c'était le commercial qui n'est rémunéré qu'à la commission. Donc, je me suis dirigé vers cela tout en me formant, en continuant d'apprendre parce que le métier de commercial évolue beaucoup et très vite. Et donc, j'ai commencé l'année dernière, donc en février-mars l'année dernière, donc 2023. Et en toute transparence, donc ça n'a pas fonctionné à la commission. Pourquoi? Parce que c'était du volume, c'était beaucoup de contraintes, de réunions, alors que je n'étais pas rémunéré. Je donnais beaucoup de valeur d'expertise sans être rémunéré. Et que quand j'étais commissionné, c'était vraiment des miettes sur un package. Du coup, je prenais 150 euros par vente. Quand on fait ces calculs, il va falloir en faire un certain volume pour dégager un salaire correct, voire bon. Et donc, au fur et à mesure, je me suis dit, OK, je viens, c'est pas grave. Je te repositionne, tu vas en event, tu rencontres d'autres freelances, tu leur demandes leur fonctionnement. Et j'ai rencontré certaines personnes comme Adrien Watt ou d'autres qui m'ont aidé, conseillé, qui m'ont mis un pied chez certains clients, puis un deuxième, puis le bouche à oreille a fait que je me suis retrouvé dans des missions. Et puis maintenant, je travaille avec un client 4 jours par semaine et ça se passe très, très bien depuis août l'année dernière. Et à côté de ça, en petit aparté, rien à voir avec le commerce, je suis en train de créer et cofonder une société de nettoyage haut de gamme, tout ce qui est tapis, canapé, matelas, moquette, donc tout ce qui est tissu d'ameublement. À l'instant T, on a 3 prestataires, un pour les réseaux sociaux, un le SEO, et on a des prestataires pour les nettoyages. Donc voilà un petit peu mon scope, et c'est vrai que au-delà de poster ou autre, c'est vraiment les relations que tu vas avoir et les passations. C'est-à-dire que certaines missions, beaucoup, je ne peux pas les prendre parce que je suis occupé, et ben, je les partage sans rien attendre de personne. Et du coup, bah, ça marche aussi dans l'autre sens. C'est d'être présent, même si je ne poste pas sur les réseaux, de partager ce que je ne peux pas prendre pour aider les autres. Et du coup, bah, il y a un système d'entraide. Puis après, bah, là, Jean-Sébastien, c'est connu
on s'est connus dans un Slack. Effectivement, on n'a pas encore Exact. eu la chance de se rencontrer, mais on va se rencontrer avec Alexandre et d'autres. Donc voilà, grosso modo, j'espère avoir fait un tour qui était un peu long. Je suis désolé, mais c'est important de situer les choses, effectivement. Non, mais c'est très très bien. Mais justement, tu as fait un tour d'horizon peut-être un peu plus long, ou en tout cas un peu plus large que ce que j'avais anticipé. Mais c'est bien, ça nous permet justement d'initier ou en tout cas de débuter un peu le sujet. Donc toi, ça fait 1 an que tu t'es lancé en tant que freelance. Tu as vécu différentes typologies clients, différentes typologies de rémunération, en tout cas différentes phases. Ça va être intéressant de pouvoir en parler justement, ce que tu as appris à travers ces différentes phases et donc où est-ce que tu en es là actuellement. Euh, du coup, donc toi, les métiers commerciaux, en tout cas, ce sont des métiers que tu exerces depuis un petit bout de temps. Et quels sont les différents métiers commerciaux que tu as pu vivre, depuis combien d'années peut-être, pour pouvoir un peu te présenter de manière encore un poil plus précise pour les personnes qui nous écoutent. Avec grand plaisir. On va faire simple, hein. En fait, je suis sorti de master et donc j'ai eu la chance d'avoir immédiatement un CDI en tant que business developer. Ça, c'est sur LinkedIn. En réalité, j'étais agent commercial parce que c'était une boîte import-export avec un annuaire, des cartes téléphoniques qui avaient jauni. J'allais faire de la prospection terrain et j'adorais aller sur des salons très spécifiques où j'allais vraiment serrer des mains ou serrer des pinces. Donc, j'avais vraiment ce scope 360 d'aller chercher du client, de les ramener chez nous et de vraiment de les fidéliser. Donc, j'étais même pas business developer, j'avais tout le cycle de vente, donc qui est maintenant segmenté en SDR, AE et CSM. Mm. Sauf que dans une société d'import-export, donc chez un transitaire, ça n'existe pas. On est un agent commercial, on a sa petite voiture, on va manger avec les clients, on va leur offrir des chocolats. On est un agent commercial. En fait, j'avais vraiment tout ce scope pendant 3 ans et demi, ce qui fut hyper intéressant parce que ce fut une boîte familiale, donc j'apprenais énormément. On m'a pris sous le coup du CEO. Okay. Donc vraiment hyper intéressant, mais à un moment donné, j'avais ce besoin d'aller chercher un peu plus loin en termes de rémunération avec une mission plus définie. C'est vrai que là, ma mission était tellement large que je pouvais pas gérer mes clients existants, donc parce que c'était du recurring, aller en Mm. chercher d'autres et aller en rendez-vous, etc. Et rendez-vous physique, hein. On ne parle pas de rendez-vous en visio comme on est en train de réaliser. Donc j'ai bifurqué sur cette société américaine. J'ai fait 10 mois. Donc j'étais SDR. Donc un petit peu un retour en arrière parce que j'avais plus ce scope 360. Mais une belle rémunération, découverte de beaucoup d'outils pour m'aider dans la prospection, une belle liberté, du télétravail. Vraiment, je redécouvre le métier de sales et j'adore, sauf cette partie finale qui s'est moins bien passée à la fin, mais je suis toujours en contact avec eux, il n'y a pas de souci. Je revois des collègues régulièrement. Euh, donc vraiment, c'est ce qui s'est passé dernièrement. Donc sans compter avant mes alternances, etc., mais qui ont été très formatrices parce que mes premiers stages, c'était d'appeler des marins pêcheurs depuis un annuaire téléphonique pour avoir des mails et leur envoyer des brochures. Et je suis encore une fois toujours en contact avec eux. Et mon deuxième stage, une alternance de négoce international. En fait, je cherchais les fournisseurs, je préparais les devis et je les envoyais à des gros groupes internationaux. Et Ouais. pareil, toujours en contact avec eux. Ça s'est très très bien passé. Et on se revoit de temps en temps à Paris. Et en Okay. fait, c'est encore une fois, c'est garder et structurer avec qui vous avez travaillé, comment, pourquoi, et enfin toujours donner des nouvelles. Savoir miser justement sur l'importance du réseau. Et ça va être l'un des sujets justement qu'on va pouvoir aborder ensemble. Il y a plusieurs notions que tu as que tu as abordées. Déjà, il y a la différence entre les différentes typologies d'entreprises, même en tant que salarié, entre une entreprise un peu artisanale ou en tout cas familiale avec un mode de fonctionnement peut-être un peu à l'ancienne, mais parfois on pourrait rougir de voir à quel point ça peut fonctionner, contrairement à certaines boîtes tech, des boîtes un peu plus matures, ou en tout cas un peu plus connectées, on va dire. Et aujourd'hui, le format de freelance. Si on revient sur le sujet aujourd'hui de passer de salarié à freelance, mythe versus réalité, aujourd'hui, pour toi, pourquoi avoir choisi, en tout cas, pourquoi ce sujet t'intéresse? Qu'est-ce que tu aimerais, à l'issue de cette interview, qu'est-ce que tu aimerais laisser comme leçon, ou en tout cas comme info? C'est une bonne question. Sans aborder le cœur du sujet qu'on va aborder juste après. Ouais, ouais, parce qu'il y a beaucoup de points dans cette question. Euh, c'est que tout changement implique tes responsabilités. Il faut prendre conscience de beaucoup de choses.
La comptabilité, on est tout seul, ça, il faut se le dire. Quand on est salarié, on est cadré, on a une mutuelle, on a des horaires. Il faut se gérer soi-même, que ce soit administratif, que ce soit professionnel. Il faut toujours être en veille d'avoir des clients, d'être actif, d'être présent à droite à gauche. Et il faut pas se dire que ça va arriver du jour au lendemain. On passe pas de salarié à freelance du jour au lendemain. On n'aura pas des clients du jour au lendemain. Sauf si vraiment on est très présent sur les réseaux et qu'on a un nom et qu'on est reconnu. Donc c'est vraiment de préparer cette transition des mois à l'avance, Ok. vraiment. Trop cool de montrer justement tout le travail qu'il y a à fournir avant de passer freelance et justement la réalité de l'investissement. C'est ça. Ok, trop bien. Donc, tu as vécu, toi, aujourd'hui, donc, différentes expériences professionnelles. C'est intéressant de voir que, justement, dans les entreprises avec des fonctionnements un peu plus artisanaux, bah, ça fonctionne. On a tendance à l'oublier, on a tendance à croire encore plus si les personnes nous regardent là, sur LinkedIn, sur YouTube ou sur Spotify. Du coup, vous êtes des personnes connectées, c'est très bien. Mais par contre, il y a plein de confrères qui sont peut-être moins connectés, mais qui fonctionnent, qui travaillent tous les jours, qui gagnent leur pain et qui gagnent leur salaire et qui font tourner des boîtes et parfois même des grosses boîtes de manière plus classique. On a tendance à croire que la tech ou les startups sont justement que c'est un peu la norme, alors qu'en réalité, c'est plutôt l'inverse. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'entreprises artisanales. Si on fait le parallèle donc, entre la première entreprise dans laquelle tu as travaillé et la deuxième entreprise qui était un peu plus mûre en termes d'outils, ou en tout cas un peu plus connectée, qu'est-ce que toi, en tant que commercial, ça t'a apporté justement, ou en tout cas, quels sont les avantages et les inconvénients, juste de manière très rapide? Bah, honnêtement, plus de facilité dans ma prospection, de suivi, en toute transparence, de ne plus être que sur un tableur Excel, d'avoir vraiment des vrais outils pour récupérer de l'adresse mail, du numéro de téléphone, euh, vraiment d'avoir des outils qui m'aident au quotidien, un CRM, du suivi, enfin vraiment découvrir qu'est-ce que c'est qu'une cadence. Ouais. Ça a été vraiment hyper important. Et on peut rire, mais c'est vrai que le métier du travail, du sales, pardon, évolue tellement vite qu'il faut rester à l'affût. Et je me suis dit, mais comment j'ai pu travailler avant sans ces outils-là? Vraiment. Donc, j'étais dans une boîte familiale qui fait 10 millions de chiffre d'affaires dans de l'import-export, un gros groupe américain avec 2000 salariés, et on parle plus de 10 millions, mais plus de 100 millions de chiffre d'affaires, mais avec des marges beaucoup plus grosses. On est dans du logiciel, on est dans du SaaS, avec vraiment tout l'attirail qui permet vraiment de décupler encore plus et plus vite. Ouais, et à la rigueur, ça a été justement le bon terrain en tout cas, la bonne salle d'entraînement, parce que je sais que tu fais beaucoup de sport aussi, donc on va pouvoir faire un peu les métaphores sur le sport. Mais ça a été justement le bon entraînement pour ensuite lancer en freelance. L'une des réalités, c'est que entre le job de salarié et le job de freelance, il y a vraiment un gap, ne serait-ce que sur la veille, sur l'effort de veille, sur l'effort d'implication du commercial, sur les outils, quels sont les outils à utiliser, quelles sont les méthodes à utiliser, quelles sont les métriques à suivre, les KPI, etc. Toi, comment tu l'as vécu justement ce passage-là? Quel serait l'enseignement que tu pourrais en tirer euh, si tu fais une sorte d'effet miroir entre les deux situations? Et il y a du bon et du moins bon, parce que c'est vrai que dans cette société américaine, le résultat était présent, mais il fallait produire un certain nombre. Il y avait une certaine pression presque quotidienne. J'avais 3 points quand même par semaine sur le suivi des résultats. Sauf qu'entre un jour et un autre jour, j'ai pas pris 10 rendez-vous, 10 nouveaux rendez-vous. C'est vrai que ça avait cette contrebalance du fait que on voyait les statistiques de tout le monde. Combien Jean-Sébastien avait passé d'appels, combien il avait envoyé de mails, combien il avait pris de rendez-vous. Et du coup, on a tendance à aller voir ce graphique en se disant, mince, si je suis en dessous, je suis pas bien. Si je suis au milieu, est-ce que c'est bien, pas bien et pourquoi? Pourquoi le premier est premier? Et à tout le temps se remettre en question et toujours d'avoir ce dashboard qui est ouvert et de le regarder. Alors que dans la société, dans ma première société, c'était de l'humain. Tiens, Julien, qu'est-ce que tu as fait? Tu as eu combien de rendez-vous? Comment ça s'est passé? C'était beaucoup plus humain que, alors attends, non, non, là, Julien, tu dois faire 250 actions commerciales par semaine. Quand je dis 250, c'est appels et mails par semaine. Donc, de produire un certain volume. Et du coup, c'est un des sujets que je t'avais évoqué. Il y a le choix du volume, il y a le choix de la qualité. Et des fois, j'avais l'impression qu'on envoyait du mail pour envoyer du mail, qu'on appelait parce qu'il fallait appeler, et on était moins dans l'hyper personnalisation, donc moins pertinent. Donc il y avait vraiment ce double tranchant aussi que j'ai pu voir
avec tous ces outils. C'est intéressant. Moi, mon avis perso, c'est que dans les entreprises justement familiales, en général, un commercial est un commercial de bout en bout. Donc, il gère la partie maintenant ce qu'on appelle le sitting jusqu'au closing. Mais en fait, il gère la recherche du client, la prospection, la signature du client, le suivi à la rigueur du client, du chantier ou en tout cas du dossier, potentiellement la facturation, voire même la relance de ce qu'on appelle les balances âgées. Donc, c'est quand les clients n'ont pas payé les factures et que la balance commence à être un peu dans le négatif, bah, ça fait partie pour moi du job du commercial de devoir aller chercher l'argent, de devoir dire bah, réclamer les sous. T'es mignon, t'as signé avec nous, c'est très cool. Maintenant, par contre, il va peut-être falloir que tu payes parce qu'on a délivré, on a fait le service. Et ça, pour moi, ça fait partie du job du commercial. On le voit moins dans les entreprises tech, ou en tout cas avec un ADN startup, parce qu'on est sur cette notion de Fordisme où on a segmenté tous les métiers commerciaux, on laisse découper tâche par tâche pour que chacun soit d'autant plus efficace sur sa tâche. Donc, par exemple, sur la prospection, avec des profils chasseurs, des profils éleveurs, etc. Ça fait sens parce que, par exemple, des très bons chasseurs sont parfois des très mauvais éleveurs. Par contre, ça peut avoir tendance à être dans une sorte de frénésie de travail où on va te demander énormément d'implication, mais même surtout de productivité, ce qui fait sens parce que l'objectif d'une entreprise, ça reste quand même à minima d'être viable pour payer les salaires et ses charges tous les mois. Mais du coup, on finit par être un peu la souris dans la roue, ou le rat dans la roue, peu importe. Mais bon, voilà, il y a deux univers qui se confrontent. Toi, maintenant que tu t'es lancé en tant que freelance, comment tu le vis? Est-ce que du coup, tu es plus reparti en mode un petit peu entreprise artisanale et du coup, je me coupe de tout de bout en bout? Ou est-ce qu'aujourd'hui, dans ton métier de freelance, finalement, tu as choisi une expertise qui, par exemple, va être le setting ou ce qu'on appelle le SDR maintenant? C'est plutôt le bon terme, Sales Development Représentative. Alors, tu vas rire, mais en fait, dans quasiment aucun des deux modèles. Pourquoi? Je suis pas dans une grosse boîte, je suis pas dans une boîte familiale, je suis dans une start-up. Okay. Donc, du coup, ça se passe très bien parce que il y a cette pluralité d'interactions. C'est-à-dire que je vais faire de la prospection. Sur certains comptes, je vais aller jusqu'au closing. Donc, en fait, j'ai quand même ce scope assez large. Et comme je l'aurais dit, alors je suis en freelance, hein, mais je leur ai dit, je crois, une fois ou deux, il y a encore quelques semaines, que je pense que je n'ai jamais été autant considéré que là, alors que je suis en freelance. Ça pourrait être contradictoire parce que le freelance est un élément externe qui vient ajouter sa valeur, son expertise dans une société pour une période donnée ou pour très longtemps. Mais en fait, je suis impliqué et écouté et très considéré dans les retours que je fais. J'ai quand même un minimum d'expérience. J'estime, hein, j'ai encore beaucoup de choses à apprendre avec tout ce qui se passe avec le scrapping et tout ce qui arrive. Et du coup, c'est ça qui est aussi hyper intéressant, c'est de trouver un sens au pourquoi du comment de notre travail, mais quelle est la valeur aussi qu'on va avoir en retour et comment on peut s'implémenter dans les deux. C'est pas juste une société, je viens travailler, c'est comment on travaille ensemble et comment on grandit tous ensemble. Donc, c'est même pas un modèle familial, grosse boîte, c'est vraiment start-up avec cet écosystème très bienveillant où on a une considération et une écoute envers tous. Comment on peut faire, par exemple, demain, on a un point demain matin sur comment on peut faire pour l'amélioration des leads marketing. Je suis freelance, je suis impliqué dedans. Tu vois ce que je veux dire? C'est génial, ça. Donc c'est ça, et ça grossit. Et quand je vois que d'autres personnes que je connaisse rejoignent la boîte en freelance, etc., ça fait plaisir. Tu vois, de voir l'évolution en 6-7 mois, que de voir que le mois de janvier était le plus gros mois de la société. Ça, c'est hyper intéressant parce que tu es d'être dans les prémices d'une société qui existe depuis 3 ans, mais qui grossit vraiment là de mois en mois, c'est hyper intéressant. Et tu vois, même de leur demander, écoutez, est-ce que c'est possible que j'achète des actions? Parce que tu es tellement impliqué, tu vois. Ouais, tu as envie de transpirer. Bah alors justement, ça me fait venir sur un point. Pour toi, c'est quoi les différences entre un freelance et un salarié en termes de… c'est quoi la différence? C'est quoi la réalité? Parfois, il y a le mythe. Beaucoup se disent freelance, je vais mieux gagner ma vie. Freelance, j'aurai peut-être moins besoin de travailler. Freelance, je serai mon propre patron. Ça, c'est souvent ce qu'on entend. La vérité, c'est que tu as autant de patrons que tu as de clients. Mais pour toi, ce serait quoi la différence justement entre freelance et salarié?
c'est une question complexe parce que j'ai un exemple en tête où je parlais à Laetitia Foll hier soir et je lui disais, il était 23h, je lui disais, bah écoute, là je suis en train de manger mon dîner. Euh, c'est que ton implication est pas la même. Tes salariés, alors ça dépend. On va pas généraliser ou parler d'exception. Euh, c'est que ton implication elle est vraiment différente parce que tu travailles pour toi. Si tu perds ce client, bah, potentiellement, tu n'as plus de revenus. Tu es en CDI en France, je ne veux pas généraliser, mais tu es assez protégé par le statut CDI. Sauf cas exceptionnel, comme moi en période d'essai, dans une boîte américaine, avec un autre fonctionnement. Mais globalement, les salariés sont moins investis. On se connaît ce mythe de je finis à 17h, à 17h01, je suis parti. En freelance, des fois, on s'envoie des messages, il est tard, ben, c'est pas grave, c'est un Slack, mais on avance sur le sujet. On a l'envie d'avancer, on a l'envie de grandir, mais tous ensemble. Et c'est vrai que je veux pas généraliser en disant que les salariés sont pas impliqués, mais je pense un peu moins parce on est détaché. C'est vrai que freelance, je travaille pour moi et c'est vrai que je gère aussi mes journées. Si je veux pas travailler tel jour, je leur dis. Il y a vraiment un échange là-dessus. Et pour autant, si tu travailles pas, t'es pas payé, quoi. Exactement. Il y a aussi C'est ce double tranchant, effectivement. c'est aussi la réalité, c'est qu'aujourd'hui, être freelance, c'est hyper intéressant pour plein de sujets. Par contre, il faut savoir aussi après derrière cravacher, signer et aussi délivrer. Et le vrai sujet, c'est peut-être même plus de délivrer que de signer. C'est de réussir à promettre un 8 sur 10 et faire un 9 sur 10 pour que les clients te tiennent dans la durée. Parce que finalement, freelance, c'est une prestation externalisée. Donc, quand on a besoin de toi, on fait appel à toi. Et potentiellement, quand on n'a plus besoin de toi, on t'arrête. Et ça peut être parfois même se faire de manière très rapide, qui peut être vécu même de manière violente pour certaines personnes. Je pense pas que, en tout cas, on est très peu à l'avoir vécu, mais il y a quand même quelques boîtes qui sont expertes dans le domaine. Ça, exactement. Donc, je pense que ça augmente ton application parce qu'il y a ce double tranchant. Si tu travailles pas, t'as pas d'argent, tu es impliqué parce que tu veux délivrer plus. Et c'est vrai que ce terme est très bon. Je connais des sales qui disent, non, je peux pas vous garantir ça, mais je vais faire le nécessaire. Ils savent qu'ils vont délivrer, mais pas ils se jouent, mais presque. Ou ils vont dire, OK, je fais tant, mais ils savent qu'ils vont délivrer plus. Et c'est vrai il y a ça, mais c'est vraiment une communication. Et c'est vrai qu'en tant que freelance, on est plus sur la délivrabilité que alors ma journée, je vais faire ça, ça, ça. Non, c'est qu'est-ce que tu vas produire, qu'est-ce que tu vas ramener concrètement, le pourquoi du comment tu es rémunéré. C'est Mm. pas tu es salarié, tu fais ta petite compta. Non, c'est pourquoi tu es là, pourquoi on te paye. Et c'est vrai que tu te sens plus utile, plus investi en fait. Ok, bah ouais. T'es ton propre chef d'entreprise. De toute façon, en fait, C'est ça, tu comprends assez rapidement que tu travailles dans ton sens. Et si ton client est satisfait, si le travail est bien fait, ton client est satisfait. Si le client est satisfait, ta mission continue. Donc, en c'est fait, ça. c'est une relation win-win. Ce qui devrait être le cas aussi dans les relations de salariés, de manière classique. Mais on a tendance peut-être à se reposer un petit peu parfois sur ses lauriers, ce qui n'est pas le cas pour tous les salariés encore une fois. Ok. Donc ça, c'est une réalité. En termes d'outils, ça te demande par contre des multi-compétences, le fait d'être freelance aujourd'hui? Sincèrement, oui. Mais je pense que c'est pas le fait d'être freelance, je pense que c'est le métier qui tend à avoir un scope plus large. Avant, le commercial faisait pas ce que là, moi, j'aimerais découvrir et approfondir, c'est le scrapping, c'est l'enrichissement des leads, parce qu'il y a différentes façons de le faire. En freelance, tu es tout seul. T'es pas dans un écosystème avec d'autres sales. La boîte te met à disposition tel ou tel outil. C'est à toi d'être en capacité et d'avoir une position de force en disant, je pense que cet outil-là, il peut nous aider parce que ça, bam. Et par exemple, on avait que Lusha au début. J'ai dit, ça serait pertinent d'avoir Casper en plus. Donc, ils sont des outils pour récupérer les numéros de téléphone sur LinkedIn, qui sont des add-ons, qui permettent d'avoir les numéros de téléphone. Et en fait, c'est de proposer et qu'on avance. C'est pas, ah oui, alors non, non, tac, non. Ok, je le prends. Si c'est pas pertinent, on le facture pas. Si c'est pertinent, on s'arrange. C'est d'être toujours en veille. C'est pour ça qu'il faut être dans des groupes, dans des canaux et de voir ce qui se passe. Alors, je dis pas qu'il faut faire des démos avec toutes les sociétés, parce qu'on s'en sort Ouais. plus. Mais de suivre ce qui se passe sur LinkedIn, de voir les tools qui apparaissent, les tools qui vont regrouper plusieurs tools et qui vont faire gagner du temps au quotidien. Clairement. C'est vrai que ça demande beaucoup d'efforts, par contre, de veille, plus Ça- qu'en salarié. Moi, c'est mon vrai sentiment. Moi, c'est pour avoir connu les deux situations aussi, avec 17-18 années maintenant de métiers commerciaux et marketing dans les pattes. Je pense que le métier de freelance, en tout cas simple fait d'être à son compte, ça te demande obligatoirement de faire de la veille.
Et le fait de faire de la veille, ben, c'est du temps qu'il va falloir y accorder. Et soit tu l'automatises, mais même si tu l'automatises, il faudra quand même que tu prennes le temps d'aller consulter ce qui est remonté dans ton fil d'actu. Euh, Ben, c'est du temps en fait sur lequel tu peux pas être au 100% productif. Et ça, faut l'intégrer en tant que freelance. À la rigueur, s'il y a des personnes justement en tant que freelance qui nous écoutent, c'est que tu peux pas être à 100%, surtout par exemple nous sur des missions de call call où on fait de la prospection téléphonique. On peut pas travailler 5 jours sur 5. On pourrait travailler 5 jours sur 5. Et dans ce cas-là, ça veut dire que toute la partie veille administrative, il faut avoir conscience que tu vas la faire le soir ou le week-end. Et donc là, bah, tu as une grosse différence avec ton job de salarié. Et pour moi, la veille, sur un métier comme le nôtre, si tu veux être un bon commercial, et je le dis s'il y a des commerciaux qui nous écoutent, si tu veux être un bon commercial, accorde-toi au moins 20% de ton temps à faire de la veille. Alors, les directeurs commerciaux vont peut-être, qui écoutent, vont peut-être râler, mais pour moi, c'est comme les métiers créatifs. Un graphiste, en général, il travaille que 70% du temps. 30% du temps, autrement, il est en train de faire de la veille, il est en train de consulter sur Behance, sur Dribble, sur différentes plateformes pour aller chercher de l'inspi. Un commercial, c'est pareil. Il faut qu'il reste à l'écoute de son marché. Et rester à l'écoute de son marché, c'est prendre le temps de, alors au-delà d'aller scroller sur LinkedIn et de perdre son temps, c'est de regarder un petit peu quels sont les nouveaux outils qui sont en train de sortir, les nouvelles méthodes. Avant, il fallait maîtriser Python pour faire du langage, pour aller scraper et faire de l'enrichissement. Maintenant, il y a des outils plug and play, c'est-à-dire que tu installes l'extension sur ton navigateur Chrome, tu appuies sur le bouton, tu sais même pas ce qui se passe, boum, tu as le numéro de téléphone portable. Enfin, c'est quasiment magique. Et en plus, on est sur un métier. Le gros avantage, en tout cas moi, ce que je ressens sur le freelance, c'est que on vit vraiment l'évolution du métier. En tout cas, on se rend compte de l'évolution du métier et à quelle vitesse le métier est en train de se transformer là en moins de 2 ans. Ouais, je suis tout à fait d'accord. Même là, ce matin, je voyais encore un nouvel outil. Bon, que j'avais mis dans mes favoris, parce que le problème, c'est que j'ai beaucoup de favoris. Emilia. Ouais, Donc, j'ai vu ça ce matin. Pareil, ça a testé. Ça a testé. Et le problème, c'est voilà. Après, il faut avoir le temps de les tester. Il y a faire sa veille et les tester. Parce que c'est moi, je me ça. retrouve avec pas mal de marque-pages. Mais il y a beaucoup d'outils et le scope devient de plus en plus large. Et il faut rester informé pour rester peut-être pas dans les top players, mais Aussi, faut ça peut pas être ça. avoir, ouais, il faut pas avoir un train de retard. Ça évolue vite et il faut être en capacité de rebondir. Je trouve pas un numéro de téléphone, j'ai pas assez de leads, comment je fais, comment je peux faire, bam. Et on agit en fait. C'est pas j'attends que ça ponde, que ça arrive comme ça. Apporteur de solutions, quoi. C'est ça. Ouais. Il faut vraiment, nous, il y a 2 termes chez nous qu'on utilise énormément, c'est résilience et efficience. Résilience parce que de toute façon, on fait le métier de commercial, on passe 90% de nos journées à se prendre des bâches. Donc, si on ne sait pas être résilient, on va finir la journée en pleurs et c'est pas l'objectif. Donc, il faut savoir être résilient, il faut savoir rebondir et puis par contre apprendre de ses erreurs au fur et à mesure. Et à la rigueur, c'est pas des erreurs, c'est des apprentissages, c'est des opportunités. Et l'efficience, c'est de faire du mieux possible dans le moins de temps possible. Et moi, c'est le mot que j'ai Mm. vraiment mis en application sur le métier de freelance. C'est si je veux travailler pour un maximum de clients et essayer de générer un maximum de revenus, il faut que techniquement, client par client, il faut que j'y accorde pas le moins de temps possible, mais que mon temps soit de la meilleure qualité possible pour pouvoir réaliser mes objectifs. Tout à fait. Mais j'aime bien ton exemple de 90% du temps. C'est vrai, comme l'image, la métaphore du lion qui va chasser 10 fois et qui attrape sa proie une fois sur 10, c'est pas pour autant qu'il arrête d'aller chasser parce que justement, sinon, il pourra pas manger. On va le tourner du côté cesse. Effectivement, c'est pas parce que je prends un non, un non, un non ou des noms que dans plusieurs mois, ça sera pas un peut-être ou un oui. Et c'est pas parce que j'ai pris des noms que je vais pas en avoir un ou deux en fin de journée ou dans ma journée. Mm. Effectivement, cette résilience est primordiale dans notre activité, surtout de plus en plus avec tout le démarchage, que ce soit mail, LinkedIn. Et moi, ce matin, j'ai vu quelqu'un sur LinkedIn qui me prospecte, mais c'était pas personnalisé. Elle m'a fait des copier-coller qui n'avaient pas de sens et bah, elle a loupé Ah sa ouais. touche. Là, elle a loupé sa touche. Mais ça fait partie de justement. Alors, les bons use cases, qu'est-ce que c'est une bonne prospection pour toi? Une bonne prospection, on va diviser un peu la réponse. Déjà il faut qu'il soit dans ton ICP. Donc l'ICP, c'est ton client idéal qui est défini par rapport au produit que tu vends. Si ton produit est une solution comptabilité, elle doit s'adresser à des comptables, pas à des sales, pas à un marketeur. Donc déjà, en fait, que ton prospect, celui que tu vas appeler, que tu vas contacter, soit bien et que tu sois sûr qu'il soit dans ta cible et que ce ne soit pas
faut pas le prendre mal, que ce ne soit pas un stagiaire, un alternant, que ce soit directement et idéalement le décisionnaire. Pourquoi? Parce que le cercle de vente va être plus court et on va toucher directement la bonne personne. Sauf si des fois, ils sont plusieurs décisionnaires, mais ça, on le sait après. Donc, c'est vraiment de définir son bon ICP, de le contacter avec une approche personnalisée et en lui expliquant synthétiquement et rapidement comment la solution peut lui apporter du bénéfice. Et quand je dis simplement et facilement, moi, je pars du principe qu'un pitch, c'est entre 10 et 20 secondes et que même si vous pitchez votre boulangère ou un enfant de 6 ans, il doit être en capacité de comprendre ce que vous venez de lui dire. Ah oui, mon logiciel, il fait ça. Non, non, il faut que ce soit synthétique, que ce soit simple et que tout le monde puisse le comprendre. Je pense que c'est ça vraiment les piliers. La personnalisation, c'est important. Après, l'hyper-personnalisation, j'y vois de moins en moins de bénéfices que des fois, comment vous avez eu ces informations, comment vous avez eu mon numéro de téléphone. Je sais qu'aux États-Unis, certains de mes collègues, ils voyaient sur le LinkedIn de certains, ah ben j'ai vu que vous jouez au golf, du coup moi aussi je joue. En France, c'est un peu plus Ouais. de mal cet Il y a certaines aspect-là. choses que tu peux te permettre dans d'autres pays, en tout cas dans la culture anglo-saxonne, qui sont moins possibles en France. Mais par contre, c'est pertinent ce que tu dis sur le fait de savoir investir, de savoir choisir est-ce que la personne c'est le décideur, est-ce que c'est le prescripteur, d'y investir un peu de temps, un minimum de personnalisation quand même pour essayer de multiplier son. Bah, encore une fois, on est dans la notion d'efficience. C'est juste que si tu prends du temps à envoyer un message, si c'est pour que la personne te réponde en disant bah non, ça m'intéresse pas, c'est quand même sacrément dommage. Ouais, tout à fait. Après, il y a le système aussi de cadence et de suivre son prospect. J'ai interagi jour A, je vais interagir avec lui jour 3, jour 7. C'est vraiment de le suivre, de pas juste, bon, je l'ai appelé, il m'a pas répondu, hop, poubelle. C'est vraiment de le suivre et de fonctionner avec des cadences prédéfinies en amont de combien de fois vous allez le contacter. Et la moyenne hotspot, tu me diras si je me trompe, c'est au moins 5-6 interactions minimum avec son prospect. Et on voit que la courbe, elle est croissante après. Les premières interactions, il ne vous connaît pas, il est en réunion, il ne répond pas, il ne vous rappelle pas. Ça fait partie du jeu. Même si moi, j'aime bien appliquer une méthode, alors, elle peut être risquée. Hein. La technique du sac à main de Walter Rossa, c'est de faire le double appel. Jean-Sébastien, je t'appelle, tu me réponds pas, je te rappelle de suite, tu as plus de chances de me répondre. Même si tu me dis que tu es en réunion, c'est pas C'est la grave. base. C'est la Et base. il Mais faut pas avoir peur. ça c'est clair. Alors la technique je l'avais pas conceptualisé, mais pour moi, en tout cas pour ceux qui nous écoutent, toujours rappeler 2 fois. Hein. En tout cas, ça crée un sentiment d'urgence. J'ai encore eu qu'à hier avec une personne. Alors malheureusement, c'est en réunion. Il faut rapidement switcher et lui demander à quel moment on peut la rappeler. Mais la technique du double appel, ça crée une urgence sur un numéro de téléphone qu'elle ne connaît pas. Si la personne m'appelle 2 fois, c'est que ça doit être important. Si elle m'appelle une fois, c'est que ça doit être un appel de prospection. Je botte en touche, point terminé. Pareil pour les numéros de téléphone, quand on laisse notre numéro, en tout cas, je ne sais pas si tu laisses des messages vocaux, dites 2 fois votre numéro de téléphone si vous laissez votre message vocal. Simplement parce que la personne, si vous lui dites 0766, elle n'a peut-être pas le crayon pour écrire. Donc, le temps qu'elle attrape un crayon et qu'elle prenne note, si c'est pour devoir ensuite réécouter le message, taper 2, etc., ça va la fatiguer. Okay. Bon, bah, très, très, très bien. Réalité économique, comme on est sur mythe versus réalité économique, aujourd'hui, pour toi, ce serait quoi qu'est-ce qu'on t'a dit en termes de mythes? Quels étaient les mythes que tu avais pu lire ou voir sur le métier de freelance? Et quelle est la réalité? Et à la rigueur, même dans un temps 2, aujourd'hui, comment tu factures? Est-ce que tu factures à la commission? Est-ce que tu factures au TGM? Et si tu es au TGM, quel est ton système de rémunération? Ok. Là, je t'avoue que j'ai voulu, parce que je suis têtu, je suis borné, je suis breton, j'ai voulu aller voir ce qui se passait dans la commission, parce qu'on m'a dit, j'ai entendu de tout, mais j'ai voulu aller voir, on m'a dit, tu peux faire des très bons salaires, je pense que c'est faisable dans certains écosystèmes, dans certains secteurs, dans tout ce qui est immobilier, apporteur d'affaires, etc. Mais c'est vrai que voilà, il faut être transparent, on a des charges à payer, on a un loyer, on doit vivre. C'est compliqué de se projeter uniquement avec de la communication, avec de la commission, pardon, et de pas avoir de prévision sur les mois à venir. Donc j'avais entendu beaucoup de oui-dire dessus, dont beaucoup de sons de cloche, tu peux gagner beaucoup, c'est pas vraiment le cas. La réalité, c'est que, je vais venir après sur ta deuxième question, c'est que on a un coût qu'on définit avec nos clients. Il est aussi plafonné, on ne pourra pas se vendre à 10 000 euros la journée. Il y a aussi une réalité du marché qu'il faut prendre en considération et je pense que ça fait partie de cette transition salarié-freelance.
Pourquoi? Parce que ça se prépare déjà. Créer son statut auto-entrepreneur, bon, c'est pas long, mais regardez, de faire de la veille. Déjà vos clients potentiels avec qui vous pouvez travailler, votre premier cercle, deuxième cercle, et voir aussi vos compères. Et moi, j'insiste sur le mot compère parce qu'on n'est pas en concurrence. Je suis content que Jean-Sébastien y travaille, il est content que je travaille. On ne peut pas prendre toutes les missions, on en a trop. C'est pour ça qu'on a des canaux entre nous, on se partage les missions. Parce qu'on peut pas. On a que deux bras. Et on a que 5 jours ouvrés dans la semaine. Même si des fois on aimerait travailler plus, mais ça, c'est le double tranchant de l'auto-entrepreneur. Et c'est de regarder sur Malte combien se facturent vos compères. Et de se dire, voilà, moi j'ai tant d'expérience, à combien je peux mettre, et de rester là-dessus. Donc moi, comment je fonctionne? Donc bon, il y a eu 2 mois et demi, 3 mois de tests à la commission où ça n'a pas fonctionné, où j'étais pas satisfait des résultats en termes de salaire, hein. Quand on fait 1 200 € brut, qu'on travaille 5 6 jours par semaine avec un gros volume d'appels, etc., payé à la commission, pas intéressant. Pour closer du CPF en B2C, pas intéressant, mais j'en ai appris des choses, dont beaucoup sur le follow-up, encore plus en B2C. Et donc, comment je fonctionne à l'instant T, c'est très simple, mais c'est très important. Donc, j'ai un TJM. TJM, c'est un taux journalier moyen. Donc, c'est combien le client ou la société doit me rémunérer par jour travaillé, donc jour ouvré, qui est défini en amont de la mission. C'est 1 jour, 2 jours, jusqu'à 5 jours. Donc, moi, je suis à 350 € par jour. Et en fait, il y a des commissions qui se mettent en place selon les clients. Moi, je sais que j'ai des commissions sur la vente et j'ai un bonus sur la prise de rendez-vous qualifié qui est un, un rendez-vous qui est déjà une opportunité commerciale quasiment. Ok. Donc, c'est Ok. vrai que j'ai de la chance, mais souvent, mes compères, ils vont me dire qu'ils ont un TJM. Très peu de commissions. Ouais, donc tu te tournes aux alentours des 450-500, peut-être tout confondu en fonction après avoir. Un peu moins, un peu moins, un peu moins. Mais Ok. vers les 400 grosso modo. Moi, je travaille en 4 jours par semaine pour investir aussi du temps sur le développement de la société que je monte de nettoyage qui s'appelle Hello Propre. Donc voilà, et je pense que c'est important de définir en fait votre valeur par rapport à votre expertise, de ne pas vous sous-vendre, mais ne pas vous survendre, parce qu'il y a quand même un marché, et aller sur Malte. Vous regardez votre poste et vous regardez qui fait quoi. Peut-être que vous allez voir des gens que vous connaissez. Prenez contact avec eux, échangez. Tiens, on a travaillé dans telle société, on se connaît, on a fait la même école. Explique-moi un peu comment tu marches en freelance. Mais le vrai conseil le plus important, c'est entourez-vous. Commencez pas tout seul, alors je vais faire ça, ça, ça. C'est vraiment entourez-vous de freelance qui ont de l'expérience ou même d'autres qui débutent comme ça. Entre personnes qui débutent, vous allez pouvoir créer votre écosystème et vous comparer ou vous aider au quotidien et d'avoir un repère. Il a commencé il y a un an, où il en est, où j'en suis, comment on fonctionne. Et j'ai des échanges quotidiens avec d'autres freelances. Parce Mm. que je suis pas en société, je peux pas échanger avec mon collègue à droite à gauche qui fait le même job que moi parce que je suis le seul à faire ça. Ouais, non, mais c'est hyper intéressant. Bah, en tout cas, sur ces sujets de rémunération, et je pose une idée juste après de côté qui est la solitude du travail, en tout cas la notion d'équipe. Mais en tout cas, idéalement, facturer un TGM à minima, parce que de toute façon, à partir du moment où vous investissez du temps, ce temps a de la valeur, il ne vaut pas rien, et se faire payer à la commission, c'est risque de ne rien gagner. Généralement, c'est les profils juniors qui le font. Alors, ça fonctionne avec certains clients. C'est rarement les meilleurs clients qui payent à la commission. Ça, c'est une vraie réalité aussi. Faites attention. Désolé pour ceux qui prévoyaient de nous payer à la commission. Et après, c'est le sentiment en tout cas, c'est travailler avec vos pairs. Vos confrères ne sont pas vos concurrents. Même, par exemple, avec Julien, on échange assez régulièrement, avec d'autres personnes, avec Alexandre, avec Adrien, Watt aussi, et d'autres profils. Et c'est hyper important justement d'échanger parce qu'en tant que freelance, on peut parfois se retrouver un petit peu seul parce que parfois une partie travaille de chez eux. Toi, tu as peut-être la chance d'aller en présentiel directement chez ton client 4 jours par mois, Alors, 4 jours par alors, semaine. ce qui se passe, donc non, je suis en full télétravail, donc je suis chez moi bien équipé, bien installé. J'apprécie mon confort de la maison, mais c'est vrai ce qui s'est mis en place et j'apprécie, et je l'aurais dit dernièrement, on se voit une fois par mois entre sales pour vraiment discuter et on a des grosses réflexions sur des sujets et j'adore. J'adore, on se voit une fois par mois, peut-être que ça va augmenter. Mais après, au-delà de cela, ce qui se passe, c'est que j'échange beaucoup avec des pairs sur WhatsApp, dans des groupes,
Et je vais souvent à des événements sur Paris parce que je suis à Paris. Donc j'ai la chance d'avoir cette proximité et d'aller à des événements spécifiques d'indépendants, de freelance, d'auto-entrepreneurs ou d'entrepreneurs et de pouvoir échanger avec leurs best practices ou autres. Mais c'est vrai que je suis en échange quotidien avec d'autres sales. Mm. C'est hyper important pour rester connecté Oui, au marché et à la réalité. Ok. c'est ça. Je vois le temps qui avance. On a quasiment 41 minutes. Donc, on va dépasser un petit peu le format habituel, mais c'est pas gênant. Si on parle, c'est qu'on a des choses à dire et il faut espérer que ce soit intéressant. En tout cas, moi ça m'intéresse énormément. Pour, à la rigueur, se rapprocher un petit peu de la phase de conclusion, aujourd'hui, toi, dans le métier de freelance, quels sont les outils que tu utilises au quotidien? Quels seraient les outils que tu conseillerais pour un freelance? Alors, on va commencer par la base, avoir un CRM. Alors, soit vous en prenez un en perso, soit vous utilisez celui de votre client. Ça se fait rapidement en début de mission. Donc, moi, à l'instant T, je suis sur Hotspot. J'ai deux outils pour les appels. J'ai AirCall, donc qui est directement implémenté dans Hotspot, donc qui me permet en fait de lancer l'appel directement depuis Hotspot et de pas être avec mon téléphone. Donc, j'ai un numéro tierce qui est raffilié à un autre numéro tierce à moi. Je m'explique, j'utilise On-Off qui me permet d'acheter des numéros de téléphone pour 5 euros par mois. Et je vais être transparent sur cette anecdote que les sales connaissent. Des fois, le prospect nous bloque parce qu'on l'a appelé deux fois. Il pense que c'est un spam, que c'est je ne sais quoi, donc il nous bloque. Donc j'ai un numéro freelance qui s'appelle freelance sur On-Off que je paye 5 euros par mois. Et donc je les appelle en direct avec celui-là et ça arrive qu'ils me répondent avec celui-là. Si je sens il y a de la tonalité, c'est qu'il m'avait bloqué sur le numéro. Donc Ok. j'utilise On-Off à 5 euros par mois. J'ai deux numéros. Donc, ça me permet de rediriger les appels d'AirCall, pas vers mon perso, mais vers un numéro freelance. Donc, quand ça sonne sur mon téléphone, je sais que c'est un prospect. Après, LinkedIn, j'ai pas la version premium avec Sales Navigator. Je songe à la prendre. J'utilise Lusha et Casper pour la récupération de numéro de téléphone mail. Loom, quand il y a un sujet à traiter, une petite vidéo à faire. Ok. Après, bon, Slack, Discord, les basiques, WhatsApp toujours connecté. En soi, je trouve pas trop d'outils. Là, j'essaie d'apprendre un peu le scrapping. Je suis en train de regarder un peu avec mes différents écrans les outils que j'utilise. Vraiment, j'utilise que ça à l'instant T. Je sais pas toi, Déjà 5, 6, 7 outils que tu utilises au ouais, 5, quotidien, quoi. 5, 6, 7 outils, Ce qui est oui. déjà pas mal par rapport à des commerciaux dits classiques où finalement, parfois, on a juste son numéro de téléphone, son portable et son mail. Et le bottin, ou en tout Oui, cas oui, anciennement les pages jaunes. c'est vrai. Euh, ok. Bon, nous, c'est pareil. Nous, c'est CRM, outils de téléphonie. Donc, on a cité On-Off, Ringover, Aircall. Ouais, Petite parenthèse, les outils commencent à être détectés maintenant par certains standards, ce qui fait qu'on ne peut pas réussir à les joindre. Donc, c'est pas encore ok. quelque chose de très courant, mais un petit warning sur ce sujet-là. Ce serait intéressant d'ailleurs si une personne a l'info qui puisse nous commenter, nous dire pour qui ou pourquoi. Qu'est-ce qu'on utilise? Lusha Casper, Drop Contact pour l'enrichissement mail. Vous avez des outils d'enrichissement comme Better Contact ou Full Enrich maintenant qui apparaissent, qui vous permettent d'avoir tout en un et ça fait gagner un temps fabuleux. Après, bah, c'est les outils de reporting, que ce soit du Tally ou autre. C'est important de faire des reporting pour le compte des clients. Euh, et puis même pour vous, qu'est-ce qu'on pourrait utiliser nous au quotidien à ce moment-là? SalesNav, effectivement, nous on a pris le premium, 99 euros par mois, ça nous permet de faire des enrichissements quand même plus efficaces. Puis après, tous les outils d'automatisation pour de la prospection, que ce soit des Wallaxy, la Growth Machine, Lemlist, Emelia, qui est un outil français aussi. Vous avez Zelic, aussi en outil français, Clay aussi, qui est pas mal. Puis après, on pourrait passer une heure à en citer tellement il y en a. L'important, c'est pas à la rigueur, c'est d'avoir un minimum d'outils, 5-6 outils pertinents, efficaces. Évitez de vous tromper de projet. Si votre job, c'est de faire du cold call, c'est pas de faire de la recherche de nouveaux outils, ou dans ce cas-là, ouvrez un forum et Ouais. il y a un magazine dédié, mais changez de métier, quoi. Ça, c'est un. J'aurais juste un autre outil qu'on a, nous, c'est Lexi, qui est un peu pas notre Ah assistante, oui, mais qui nous permet de prendre des notes. C'est-à-dire que mon call est retranscrit en écrit. Bon, des fois, il y a un peu des dissonances parce que si j'ai pas posé la bonne question ou la même, il trouve qu'il n'y a pas de data. Mais en fait, il nous fait un ok. reporting de ce qui s'est dit dans les meetings et dans mes calls. Nous, on utilise Nuta, outil français qui Ok? comprend le français
Donc, c'est rare parce que du coup, quasiment tous Ouais, les outils d'IA assistants sont principalement anglo-saxons. Et Nuta, qui sont incubés à Station F, je salue ok, Alexandre s'il écoute le podcast. Pour le coup, nous, ça fonctionne très bien. J'en suis hyper satisfait ok, et j'arrête pas de le recommander à droite à gauche parce que ça fonctionne vraiment bien. Pour 10 € par mois, c'est un gain de temps énorme. ok, bah good to know. Aujourd'hui, donc toi, dans ta mission, dans ton activité de freelance, quels seraient les KPI à suivre pour un freelance? Ça dépend de son poste. Moi, en l'occurrence, c'est le nombre de rendez-vous pris par semaine, voire par jour. Quand je dis rendez-vous pris, rendez-vous qualifié avec le bon ICP, les besoins définis. Et c'est vrai que mon appel ne dure pas en général le basique du call de 2 3 minutes. Peut aller jusqu'à des fois un quart d'heure parce que c'est une grosse découverte, parce que des fois, il a eu l'intention, il a testé notre tool, donc de comprendre le pourquoi du comment, et il est assez ouvert. Ça, en fait, ça va dépendre aussi de votre cible. Moi, c'est le marketing. Ils sont assez ouverts, ils aiment bien discuter, ça va. Des fois, le sales, il n'a pas trop de temps, alors qu'il devrait être compatissant étant donné qu'il fait la même fonction que nous, ou des DRH ou des gros C-level. Donc voilà. Ok, très, très clair. Effectivement, le nombre de rendez-vous, peut-être panier moyen aussi si vous êtes freelance. Regardez qu'est-ce qu'on vous achète et en moyenne à quelle valeur. Ça peut permettre de gérer un petit peu la loi de Pareto, les 20-80, savoir finalement, ok, en fait, j'ai envie de faire tel métier, mais finalement, tous mes clients ne m'achètent que ça. Donc, finalement, c'est peut-être là-dessus qu'il faut que je me concentre. Euh, pour toi, donc là, on aborde la conclusion. Pour un bon sales, un bon freelance, on l'a entendu, la notion de veille, d'outils, etc. Mais ce serait quoi pour toi la meilleure routine pour un freelance? Est-ce que tu as deux, trois ressources d'ailleurs à nous partager, que ce soit en outil de veille, ça peut être des livres, des podcasts, des vidéos, des personnes à suivre? Personne à suivre, oui, beaucoup. Adrien Watt qu'on a mentionné beaucoup de fois, Walter Exact, Rossa qu'on a mentionné une fois, Laetitia Fall, exact. que je suis et que je côtoie, que j'ai la chance de côtoyer. En fait, c'est faire votre veille dans votre secteur. Et encore une fois, les autres freelances ne sont pas des confrères, ne sont pas sont des compères. Ils sont là pour vous aider, vous aiguiller. J'ai posé une question hier soir à quasiment minuit. J'ai eu 2 3 réponses, même ce matin. Est-ce que Julien, tu as réussi à résoudre ton problème? Ce problème, c'était même pas pour moi, c'était pour Laetitia qui me posait une question. Donc je lui ai dit, tiens, il y a peut-être quelqu'un qui a trouvé. Entre-temps, elle a réussi à trouver. C'est de rester en veille avec des personnes dans votre secteur d'activité. Donc d'avoir un réseau. Moi, j'ai un réseau sur LinkedIn que de sales. Donc je vois ce qui se passe. Là, je vois que du scrapping en ce moment. Comment bien optimiser ses mails, ses campagnes mails, les taux de retour, qu'il faut faire attention aux nouvelles réglementations. Regardez ce qui se fait, d'avoir un ou deux bons potes freelance, même si certains on s'est jamais vu. C'est Jean-Sébastien, Alexandre, d'autres, mais Alexandre, je sais qu'il va venir à Paris. Et certains, je sais, se trouve, on se verra peut-être jamais, mais on en échange presque quotidiennement. On se balance nos anecdotes et on rigole à pas d'heure parce qu'on est seul à travailler, mais on n'est pas seul à faire ce métier-là. Pour moi, Carrément. c'est le plus important. C'est le réseau. Encore une fois, mon premier CDI, j'ai eu la chance de l'avoir parce que j'ai fait le nécessaire pour. Et sincèrement, j'ai jamais cherché un travail. Le réseau affectueux, les relations, et je poste jamais sur LinkedIn, c'est pas bien, mais voilà, c'est d'être dans cette dynamique-là et de donner. Si vous pouvez pas la mission, vous dites au recruteur, vous prenez les informations, vous faites un filtrage pour vos collègues. Bah, écoutez, là, moi, je suis pas disponible, je suis pris, je peux pas, mais je vous recommande un tel, un tel, un tel. Et voilà. Et vous faites votre travail de bons collègues et rassurez-vous, ça va revenir. Alors, c'est pas le but, hein, on donne pas pour attendre en retour, mais d'aider son prochain. Là, j'ai parlé à quelqu'un, elle m'a dit ce matin qu'elle cherche des missions. Je dis, c'est quoi ton TGM? Je dis, bah écoute, si j'ai quoi que ce soit, bah, je te tag ou je te transfère le truc. Alors, peut-être j'aurai rien, peut-être dans 2 jours, j'ai quelque chose pour elle. Ouais, c'est ce qu'on fait nous aussi de manière hyper habituelle et en fait, il faut savoir donner avant de recevoir. Ça fait un peu partie du basique et miser sur l'humain, quoi. Juste en fait, agir comme on aimerait que les personnes agissent face à nous-mêmes, quoi. C'est un peu les quatre accords Tolkien, les accords Toltec, pardon, mais c'est un peu la base. Si on devait inviter une personne sur ce format d'interview, qui est-ce que tu nous conseillerais? Est-ce que tu as une ou deux personnes à nous conseiller particulièrement? Sur quel sujet exactement? Parce que j'ai beaucoup de personnes en tête. En tout cas, sur les sujets commerciaux, justement, sur des profils commerciaux, sur l'évolution du métier. J'imagine que tu vas peut-être dire Laetitia Fall avec son podcast vendu qu'on incite à écouter. Par exemple, où j'aurais dit peut-être donner la parole à des gens un peu moins visibles. Ok. Alors attends, je n'écorche pas son nom de famille.
Enzo Luciano Marti, que tu dois Ah, connaître, Enzo, oui, exact. que tu dois On s'est déjà rencontré connaître, en visio. voilà, que tu dois connaître, qui je pense qui est moins visible que les personnes que nous avons citées, potentiellement le mettre en avant, ou Anouar, je sais pas si tu connais Anouar, Si, un noir aussi, ouais. avec qui je parle régulièrement, mais des personnes qui font un travail aussi de fond derrière, qui sont moins visibles, parce que voilà, c'est pas l'ambition, mais qui ont un réseau. Donc oui, c'est ces personnes-là, effectivement. Ok, génial. Bah, écoute, c'est parfait. Enzo, je l'avais ajouté sur ma liste, donc je sais qu'il est très visible en ce moment avec Starlead, avec lequel ils font Ouais, une formation commerciale, ou en tout cas une sorte de masterclass, avec Enzo c'est ça. Pucci aussi, etc. Mais c'est hyper pertinent. Anouar aussi. Et nous, l'objectif justement de ce format, c'est d'aller mettre en lumière justement différents profils commerciaux. Et donc, on a des personnes très axées startup, très axées freelance. Et on aura aussi des profils beaucoup plus classiques, enfin classiques, et classiques dans le bon sens, plus formel, en tout cas avec moins un ADN tech, mais finalement un ADN très commercial qui pourront nous partager aussi leur quotidien. Bah, écoute, merci beaucoup. C'est le moment pour toi de partager ton actu, tes infos. Où est-ce qu'on peut te suivre si on doit justement prendre contact avec toi? Où est-ce qu'on peut te retrouver? Bien sûr, avec grand plaisir. Bah, vous pouvez m'ajouter sur LinkedIn, Julien Fravalo, Fravalo Fravalo, comme écrit. Actualité, ouais, écoutez, je suis en freelance. Je partage ce que je peux en mission à mes compères. Société de nettoyage, donc en développement, en accroissement. Le but, c'est de faire grossir la société de nettoyage aussi. Je serai présent au salon e-marketing le 26, 27, 28 mars. Bon, j'ai pas écrit de livre ou quoi que ce Et a soit, lieu j'ai à que ma quel chaîne endroit? YouTube. Porte de Versailles, si je ne dis pas de Ok. bêtises. Donc voilà, vous pouvez m'ajouter sur LinkedIn avec grand plaisir pour échanger. Je suis dans différents Slack, donc ça se trouve, on s'est déjà vu, on va se revoir avec grand plaisir. Et puis voilà, n'hésitez pas à nous faire vos retours. Exactement. Bon, bah, trop cool. Mais écoute, merci encore une fois pour ton temps. C'était très chouette. On a dérivé sur certains sujets, mais c'est pas grave. C'est de ma faute. L'essentiel est là. On est à 53 minutes d'échange et j'espère qu'il y a beaucoup de valeur. Donc, enfin, j'en suis même persuadé. Donc, encore merci. Je te souhaite une très bonne journée. Je te dis à bientôt. Merci à toi, passe une bonne journée, à bientôt. Merci.